Bon, bonjour à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait dans le cadre d'une mission chez un client qui passait sur PHP et qui du coup avait aucune connaissance des bonnes pratiques, du style de code ou des tests, etc. C'était un peu inconnu pour lui. Et au fur et à mesure de la mission, il a fallu démontrer qu'il y avait de la qualité derrière le code et démontrer ce que c'était. Du coup, il y a un projet, j'avais fait un petit projet pour visualiser ça, et aujourd'hui, il est sous forme de bundle Symfony. Donc, c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc ici, là, il y a un petit souci, c'est l'ancien projet, et c'est un bundle maintenant qui est au même endroit. Alors, quand on parle d'analyser, de quoi on parle? Donc, des analyses quantitatives pour savoir un petit peu la taille du projet, le nombre de lignes, ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nombres quand on code, savoir un peu la quantité, la taille du projet qu'on a fait. Et surtout les analyses qualitatives. Donc en termes de tests unitaires, de tests fonctionnels, où est-ce qu'on en est, au niveau du code style aussi. Et après on a un tas d'outils qui vont nous permettre aussi d'avoir d'autres métriques, comme la détection de copier-coller, le MES Detector, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces outils. Bon, les tests unitaires, j'ai pas trop de doutes, mais c'est vrai qu'il y en a qu'on connaît moins, comme le MES Detector, qui a pas mal de rule sets en fait, qui vont être des sortes d'ayatollahs du code et qui vont nous interdire de faire certaines choses, comme des choses assez basiques, comme des else, des choses comme ça. Donc selon le rule set que vous allez mettre, le MES Detector va vous dire attention là, tu fais du code que moi je veux pas. C'est une sorte de dieu auquel il faut faire attention. Donc en général, on ne l'écoute pas trop, on le met de côté des informaticiens. Le PHP lock. Donc tout ça c'est fait par Monsieur Bergman. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir. C'est lui qui a à peu près, il a participé à tout. Donc PHP Unit, c'est lui. Le copy paste detector, code style, code sniffer, ce genre de choses. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi, le code coverage, on en parlera aussi tout à l'heure. Et Atom, moi ça marche pas encore sur cet analyseur là, Atom, mais ça viendra. Mais pour l'instant, on l'a pas. Donc ici, on n'est pas sur un outil de CI, on est vraiment sur un outil d'analyse pour visualiser un petit peu la qualité de notre code, de notre projet. Alors pour qui est-ce que ça va être utile? Comme je vous ai dit, moi, quand j'étais en mission, c'était dans un environnement, dans un contexte où ils n'étaient pas familiers avec le développement web. Quand on est en dev open source, en général, c'est pas le cas. On utilise les standards, il y a beaucoup de participants qui viennent, donc en général, le code est bien fait, il y a des tests de partout, la documentation est là. En plus, on a des outils d'analyse qui sont au top, que ça soit Insight ou Trace, etc. Donc en général, nous on se place ici quand on est en open source parce qu'on sait qu'on va partager des choses avec d'autres développeurs et du coup, en général, on fait les choses proprement. Donc ici, je dirais que l'outil ne va pas forcément servir pour ce genre de projet, si ce n'est pour la visualisation qui est sympa. Enfin, j'espère qu'elle vous plaira. Par contre, quand on est dans une entreprise, il est possible qu'on arrive quelque part où il n'y ait pas d'infra qui soit prête, qu'on n'ait pas d'outils. Moi, je travaillais sur des machines de dev qui n'avaient pas accès à Internet, donc c'était un peu dommage quand on fait du développement web. Et surtout, on nous demande de faire vite, quoi. On nous dit, bah non, tu fais le truc, faut que ça marche. Et les 10% du temps passé que tu vas mettre sur des tests unitaires ou sur du refactoring, d'avoir un beau code, ben moi ça me parle pas, j'en veux pas. Donc ces 10% là du devis, je les comprends pas et je les veux pas. Donc il faut pouvoir démontrer qu'on livre de la qualité et démontrer que ça va apporter de la robustesse, de la maintenabilité, etc. Donc des fois on arrive dans une entreprise, bon c'est pas le cas de toutes heureusement, mais on est plutôt dans ce cas-là, où les informaticiens ils sont là pour pisser du code et après on passe à autre chose. Donc bon c'est un peu la caricature, heureusement toutes les entreprises sont pas comme ça. Donc ici, ce qui peut être intéressant avec l'outil que je vais vous présenter, c'est qu'on va pouvoir mettre rapidement en place quelque chose qui va nous permettre de faire ces analyses et de pouvoir les présenter assez rapidement. Donc voilà, l'idée c'est de montrer que tous ces efforts qui sont faits sur la qualité du code et sur les tests, etc., vont pouvoir apporter de la robustesse et de la maintenabilité. Donc on va essayer de le démontrer. Donc pour résumer, voilà les trucs qu'on souhaite avoir. Un truc facile à mettre en place, quel que soit le contexte, quelles que soient les infrastructures sur lesquelles on va être, et la philosophie un petit peu du client chez lequel on se place.
automatiser le plus possible les lancements des choses, pouvoir lancer rapidement. Donc ça, c'est sans relancer tout un build. Donc ça, c'est vrai aussi sur d'autres outils où en général tout est fait d'un bloc et pour relancer les choses unitairement, soit le code sniffer, soit les tests, on est obligé de retaper à la ligne de commande. Donc là, cet outil nous permettra de bypasser ça. Et surtout d'avoir une visualisation claire sur cette analyse et de voir un petit peu quels sont les côtés qui pêchent sur notre code, sur notre projet. Ici, ce que je voulais dire sur cette dernière ligne pour avoir un suivi homogène, c'est que du coup, cette interface de visualisation que vous allez voir, elle tient sur un écran. On va pouvoir l'appliquer à différents projets et pouvoir les comparer rapidement pour dire, bah voilà, moi, mon entreprise, mon entité, elle cherche à avoir telle qualité sur ces projets. Et aujourd'hui, on voit que les projets, effectivement, ils ont tous à peu près la même qualité, un code coverage, je sais pas, à 90%, sauf celui-ci qui pêche peut-être un peu plus, il faudrait mettre un peu plus d'effort sur lui, ou ce genre de choses. Et surtout, comme l'interface se veut claire, j'espère qu'elle le sera, on va pouvoir le montrer à des gens qui sont pas forcément dans l'informatique en leur disant, voilà, aujourd'hui on vous a vendu de la qualité, on vous a vendu un code style, de la robustesse, de la maintenabilité, et voilà ce qui le prouve. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alors à quoi il ressemble? Il ressemble à ça. Donc ici, c'est un peu trouble. Bon, ici, ce qui saute aux yeux, c'est ce carré rouge qui nous dit qu'on n'est pas bon sur notre truc. Ici, c'est l'analyse quantitative dont je vous parlais. Je vais peut-être pas me mettre devant le rétro. Où on a ici donc l'outil PHPlog qui nous a apporté tout ça, de savoir un petit peu. Vous arrivez à lire ou pas? Ouais. Donc le nombre de lignes de nombre de lignes de code, le nombre de classes, de méthodes, de namespace, etc. Donc c'est quelques métriques quantitatives. Elles sont là, donc elles sont reprises d'un outil PHPlog. Le nombre de fichiers, etc. On peut après avoir un petit peu de détails sur les fichiers de notre projet web. C'est plutôt du CSS, du JS, du PHP, etc. Et ici, on a surtout la qualité qui nous intéresse. Donc ici, les tests fonctionnels. Les tests unitaires et fonctionnels, avec une petite loupe ici qui va nous permettre de voir aussi le code coverage et ce genre de choses, le code sniffer, le copy-paste detector, le mess detector, et ici des petites métriques un petit peu plus poussées pour savoir quelle est la complexité de notre code. Sur la complexité cyclomatique, moi c'est un gros mot pour dire est-ce que j'ai fait une fonction de malade avec des if, des for dans tous les sens, etc. Donc ici on voit que c'est pas passé. Et du coup, on voit qu'ici, on est tout rouge, donc c'est mauvais signe. Ici, quelques liens un peu sympas. Je vous les montre maintenant. Ici, quand on va pouvoir générer le code coverage à la demande. Comme ça prend beaucoup de temps, ça peut multiplier par 10 le temps de testing. On le fait pas toujours. On attend que les tests y passent et après, on peut regarder notre code coverage. Ici, c'est un lien vers le code coverage HTML. Je vais vous montrer après, vous allez voir, c'est assez sympa si vous le connaissez pas. Génération de documentation, donc basée sur les sur les entêtes de fonctions. Un petit lien vers le PHP Info, parce que c'est toujours utile quand on déploie notre projet de savoir un peu sur quoi on se trouve. Et éventuellement un lien vers le Git repo s'il y a besoin. Donc c'est avec cette interface qui tient sur un écran qu'on va pouvoir dire, ok, là je suis dans le rouge, je vois tout de suite que ça marche pas, mais si jamais c'est dans le vert, on va pouvoir avoir quelque chose d'assez homogène sur différents projets qui vont nous montrer quelle taille fait le projet et à quelle qualité on est arrivé, tout ça résumé par un score. Donc le score, j'en parlerai après. Donc c'est l'idée ici de l'interface. Donc on voit que les tests passent pas. Donc ici c'est pas cool. On regarde un peu ce qui plante. Donc sur l'interface on a des petits boutons comme ça. Donc celui-ci c'est un petit bouton pour voir un peu le détail de nos tests, combien d'assertions ont été faites, combien de tests, etc. Plus le code coverage. Et ici des petits boutons d'aide pour voir le rapport, par exemple. Donc c'est le rapport qui est brut, que vous pouvez trouver dans les consoles des build Jenkins ou quand vous tapez les tests sur votre console. Voir un peu ce qui plante. On peut le relancer donc unitairement plutôt que de relancer tout le build, ce dont je vous parlais au début. On va relancer juste nos tests unitaires. On peut voir la commande lancer ou la commande de lancement manuel. Donc la commande lancer, elle est un peu mastoc parce que le système il fait sa popote. Mais ça sert bien quand je l'ai développé, ça me servait beaucoup. Mais c'est plutôt celle-ci qu'on va utiliser pour relancer les tests manuellement sur notre console. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on fait les fous, on teste, on fait du code coverage et on peut arriver sur des choses un peu sympas. Donc ça c'était chez mon client où on avait présenté ça. On avait dit bon bah voilà, aujourd'hui la qualité du code c'est ça. On a une couverture de 88%, un score de 14 sur 20.
Et ça vous montre aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Demain, quand l'application va évoluer, il ne faudra pas trop que ces métriques-là baissent, il faudra toujours rester dans des normes de qualité sympas. Donc ici, le code sniffer qui est réglé sur PSR2, qui passe OK, etc. Donc ça, c'était l'ancienne, ça c'était celle d'il y a 1 an, donc vous voyez qu'il n'y a pas les petites Z et tout ça, c'est un peu vieux. C'était il y a 1 an au moins. Alors un petit zoom sur le code coverage, parce que c'est quand même le plus important, et c'est vrai que moi souvent je trouve qu'on ne met pas assez le focus dessus, parce qu'il faut vraiment l'avoir en tête. C'est que effectivement tout le monde sait que les tests c'est bien si ça passe, mais quand ça couvre tout le code, c'est quand même un gage de, de robustesse à travers les âges et les années qui est pas négligeable. Donc ici c'est le code coverage HTML. Qui l'utilise ici? Personne? Pas celui-là? Un autre? D'accord. Donc qui représente un peu les mêmes choses, avec des liens sur les différentes classes qui sont pas assez testées, ce genre de choses? Ouais. D'accord. Ok. Donc ici, on va vraiment avoir toutes les informations qui nous aident pour justement aller vers plus de coverage et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc là, on voit qu'on est pas mal. On se dirige ici vers le 100%. Donc tout ça, ce sont les classes qui sont testées, attaquées. Donc ici, moi, quand j'ai découvert ça, c'était il n'y a pas si longtemps en fait. C'était il y a quelques années. J'ai trouvé que c'était vraiment top et ça donnait vraiment envie en fait d'aller vers les tests et de montrer qu'on arrivait à couvrir le code de façon très très majoritaire, à plus de 90%. Donc ça, c'était pour moi, c'était la classe quand j'ai découvert cet outil. Ouais, j'aime bien ce petit chat. Alors j'ai d'autres slides, mais je voulais savoir si ça vous disait une petite démo pour voir un peu, peut-être plus en live, l'outil, comment il peut fonctionner. Donc là, ce dont je vous parlais. Ici, on a la note. Donc au niveau du score, il y a toujours un petit type ici qui vous dit un peu comment c'est construit. Je vais nous mettre en français. Donc ici, en fait, l'idée de ce score, c'est de se dire, mon projet, s'il fait 3 lignes de code, je peux avoir 20 sur 20 facilement dessus. Donc l'idée, c'est de se dire, non, on va prendre en compte l'aspect quantitatif, mais l'aspect qualitatif aussi. Et sur l'aspect quantitatif, on va se dire qu'on va se baser sur une échelle de projet. Donc ici, on est sur une échelle de projet médium, je crois que c'est jusqu'à 10 000 lignes ou un truc comme ça. Et on va pondérer en fonction de ça des tests unitaires et du code sniffer. Ceux-là, j'ai décidé de ne pas les mettre dans la note, parce qu'en général, ils sont pas significatifs et assez peu utilisés. Par contre, on est tous d'accord que sur le style de code et sur les tests unitaires, on peut pas s'y tromper, il faut y aller. Et donc, du coup, ils sont pondérés. Donc, avec ces 3 pondérations-là et ce qu'on a là, on va pouvoir avoir une note. La seule chose en plus, c'est au niveau des tests unitaires, où on va multiplier le booléen, est-ce qu'on est passé ou pas, par le code coverage. C'est lui qui va nous donner la note par rapport au test. Donc ce dont je vous parlais au niveau des petits détails qu'on peut avoir, bon voilà, le nombre de tests, la couverture, ce genre de choses. Et si on veut voir un peu les rapports qu'il y a derrière, on va pouvoir voir un peu comment ça s'est passé. On voit qu'ici j'ai beaucoup de dépréciation sur mon truc. Mais ça va être assez utile quand on va aller chercher. C'est les mêmes choses que ce qu'on retrouve sur la console quand on le lance en ligne de commande. Mais on va pouvoir, bon, ça sert à rien ce que je fais puisque le code sniffer il est passé. Mais on va pouvoir voir un peu tout le rapport, voir ce qu'il y a dedans, le relancer de manière unitaire. Et surtout ici, l'outil va nous offrir aussi la possibilité de lancer la commande de réparation pour tout ce qui est code style automatiquement réparable. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour visualiser, des petits outils en plus. Là, on a tous les rapports. Si vraiment on veut aller tous les voir, ils sont tous là. Donc en gros, ça va tout envoyer à toutes les commandes pour générer ça, et ça va récupérer. Donc l'idée, c'est que quand on lance tous ces rapports qui sont sous des Jenkins ou autres, en général, il faut aller tous se les lire. Si on veut chercher l'information qui nous intéresse, c'est pas toujours facile. Donc c'était aussi l'idée de cet outil, c'était de se dire non, moi ce qui m'intéresse, c'est juste 2-3 métriques, quelques métriques de quantité, donc qui sont là, et quelques métriques de qualité. Et
Et c'est tout ce dont je vais avoir besoin. J'ai pas besoin de me lire des fichiers texte de malade qu'on peut trouver. Si je vous montre par exemple le MES Detector, celui-là il fait un peu peur en général. Il est toujours très sympa à lire. Donc là, ça m'intéresse pas. Je veux juste savoir si je suis dedans, si je suis pas dedans, et si je suis pas dedans, et je sais que j'ai quelque chose à faire. L'idée, c'est aussi de le montrer quand on est OK, de façon à démontrer qu'on a fait notre qualité, etc. Je vais aller voir peut-être le code coverage. Donc ici, je suis pas dans le cas de tout à l'heure. On voit qu'on est vraiment vilain. On a beaucoup de choses qui sont pas testées. Et si on veut aller un petit peu dedans, où est-ce que je pourrais aller? Donc, si vous connaissez le code coverage HTML, je vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. L'idée, c'est que voilà, on va voir ce qui est testé, ce qui ne l'est pas, et on sait l'action qu'on doit porter. On sait ce qu'on doit aller tester, et on sait où on se trouve. Donc voilà, ce genre de choses. Ça se présente comme ça sur les outils que vous utilisez, en code coverage HTML aussi. Ouais. Okay. Je pense que ça utilise la même chose. On pourra refaire une petite démo où on lance les trucs après, si ça vous botte. Alors comment ça marche? Donc c'est un outil qui était bricolé à la base. Donc du coup il y a des choses qui sont pas hyper propres. Alors j'espère que vous n'avez pas de tomates avec vous. Ce que ça va faire, c'est que du coup, je voulais pas trop être dépendant de pas mal de choses. Donc il n'y a pas de composeur qui va lancer un tas de trucs derrière, parce qu'en plus les différents outils en général ne s'apprécient pas les uns les autres. Donc l'idée ici, c'est que tout est embarqué dans des phares, et c'est que les phares qui vont être lancés avec des commandes comme on peut les taper. Donc en fait, il y a des templates dans le code, des templates SH, qui vont être pris et compilés selon un paramétrage qu'on va faire derrière, et c'est ça qui va être lancé. Donc quand on appuie sur le bouton scan, si je l'ai quelque part, donc quand je lance une analyse ici, ça demande au serveur de lancer l'analyse, il va construire son point .sh avec tous les trucs. Donc il pose un jeton, il construit le script, il le lance et il attend. Et tant qu'il n'a pas fini tous ses tests, son code coverage, son code sniffer, etc., le jeton reste. Donc tant que le jeton est là, forcément, ici ça tourne. Si je reviens, moi je vois que je suis toujours pas bon, etc. Donc ça peut nous mettre un certain temps. Ça reste ici et ça tourne. L'idée, c'est que on va être ici sur des choses assez simples, et quand on va vouloir se mettre à jour sur un des outils, on va pouvoir le faire juste avec le phare. Donc ça, c'est assez simple d'utilisation, et à la base, cet outil, comme il n'avait pas forcément accès à Internet, j'avais juste à déposer quelque chose dans mon répertoire web, et je faisais marcher cette interface, et je pouvais faire tous mes tests avec. Ça, et les développeurs qui faisaient de l'Oracle avant, et qui n'étaient pas forcément familiers de tout ça. Donc ils avaient juste ici à cliquer sur des boutons, ça leur allait pas mal. Donc comme je vous disais, le script il est composé des commandes des différents outils, selon un paramétrage qu'on va voir juste après. Et ensuite, une fois que les commandes elles sont lancées, elles écrivent des rapports. Et ces rapports, l'interface n'a plus qu'à les lire. Et c'est comme ça que l'interface nous montre tout ce qui est, toutes les métriques qu'on a vues tout à l'heure. Donc ça, c'est le paramétrage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, bon, les 2-3 trucs informatifs, genre le titre, la description, des choses comme ça. Le pass qu'on doit analyser. Et ensuite, les différentes métriques, est-ce qu'on les veut, est-ce qu'on les veut pas. Donc, est-ce que je veux compter mes trucs, est-ce que je veux faire du copy-paste detector, est-ce que je veux faire du code sniffer, si oui, sur quel standard. Donc moi, je l'utilise qu'avec PSR2 ou le code standard Symfony, donc qui est aussi pris dedans. Est-ce qu'on veut du PHP Depend? Je crois que je l'utilise plus, ce truc-là, parce que j'en avais plus besoin. Ça me sortait des métriques un peu... Je sais pas s'il y a des gens qui l'utilisent, PHP Depend. Ça va assez loin, c'est un peu comme la complexité cyclomatique, mais ça va encore plus loin sur des métriques de complexité de code qui vont un peu trop loin pour moi. Et comme je vous disais, l'outil, il est là aussi pour filtrer l'information et avoir que des trucs pertinents. Ici, le MES Detector. Donc ça, c'est les différents rule sets que vous pouvez trouver sur MES Detector. On peut aussi en créer, mais en général, on va pas jusque-là. Faut vraiment être dingo pour faire son rule set, mais pourquoi pas. Et donc vous allez pouvoir dire ici, bah, celui-là je l'active, celui-là non, 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 de façon à pas avoir un MES détecteur qui fait des milliers de lignes. La doc, je crois que ça c'est plus utilisé. Est-ce que je vais pouvoir générer de la PHP doc ou pas? Et puis ici les tests. Donc je suis en train de le dev pour Atom, il va bientôt sortir, mais pour l'instant ça marche pas très bien. Donc c'est plutôt avec PHP Unit, donc on précise sa suite de tests, et éventuellement là où se trouve la conf de PHP Unit.
Et puis le score, donc le score dont je vous parlais tout à l'heure, qui va pouvoir se paramétrer ici. Donc est-ce que je veux un score ou pas sur mes pages? Et puis les différentes pondérations que j'ai sur mes différentes métriques. Donc sur le code style, sur les tests et sur les métriques de quantité. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut lancer le zinzin. Alors juste sur le score, ce que je vous disais, ce qu'on voyait tout à l'heure dans la petite bulle, je le redécris ici. Donc ça fait juste une petite formule de maths toute bête hein, qui dit voilà, je prends les trucs, je leur mets leur pondération. Il y a juste sur le test où on voit qu'il y a le code coverage qui est mis en plus. Voilà, les tests multipliés par le code coverage. Et tout ça, ça va me donner une note qui va représenter, enfin j'espère, la qualité de mon code, de mon projet. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de cool sur ce projet, sur ce petit outil Debug Tool. Donc en fait, l'outil, il va tout écrire dans votre dossier web. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit init à la base, au début qu'on doit faire, de façon à pouvoir donner les droits au serveur d'écrire dans ce dossier. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire qu'en dev, c'est vraiment pour les devs. Et ce petit debug tool, il va nous montrer, il va nous dire, voilà, ça j'ai pu le passer. Demain, vous mettez un de vos phares à jour. S'il y en a un qui passe pas, il va pouvoir vous dire où est-ce que ça a planté. Donc il met tous les rapports dans le dossier web, vous les avez. Un mode phare, donc pas de souci de dépendance. Quand j'ai essayé avec Composer, j'ai vraiment beaucoup de soucis. Et ces outils, ils ont tellement de dépendance. Un phare, ça répond tellement mieux aux besoins. Les lignes de commande qui sont dispo, donc ça on a vu aussi. Réparation en code sniffer. PHP info anglais-français. Au niveau de la suite, donc pousser les tests, il y a quelques tests qui manquent, des tests unitaires sur cet outil-là. Prise en charge d'Atom, ça il faut absolument que ça envoie, surtout ici à Lyon. Au niveau de la base de données, oui, alors il y avait des idées de faire un historique des analyses, avoir du reporting multi-projet et tout ça, c'est dans la vue. Pour l'instant, c'est pas demandé, c'est assez peu utilisé, donc du coup, il n'y a pas eu ce besoin, donc j'ai pas mis l'accent dessus, mais c'était un des trucs que je voulais faire. Mode remote, pas trop. Au niveau des mises à jour des phares, il y a déjà un petit point .sh qui les met à jour tout seul, mais il est pas très sympa, il vérifie pas nos versions de PHP, ce genre de choses. Donc c'est pas encore ça, donc il faut y mettre un petit coup de boost. Et le security checker de Symfony qu'il faudrait que je mette. Je vous propose une petite, je sais pas combien de temps ça fait combien de temps que je parle. Personne ne sait. Alors du coup j'ai du temps. D'accord. Donc ici le start scan, ça je l'ai fait. Qu'est-ce que je voulais voir? Donc au niveau du code, ça on avait vu. Est-ce que vous avez des questions sur l'interface, sur comment ça marche ou Ouais. Au niveau des... genre si je veux greffer PHP spec et Get, c'est quoi? C'est des composants qu'on fait à côté qui viennent se greffer? C'est dans le code source? Alors ces deux-là, est-ce qu'ils ont des phares à disposition? Viat, je crois pas. Si? Non, je pense pas non plus. Donc l'idée c'est pour les intégrer, comme je vous disais, tout marche avec des points .sh. Donc en fait, moi j'ai défini des templates pour lancer les différentes commandes selon le paramétrage, et ensuite je les lance mais via des points phares. Si le BIAT il peut pas répondre à ça, je sais pas trop, il faudrait se pencher sur la question. Mais ouais, mais ça veut dire qu'il faut que tu saches comment il est installé sur ta machine, etc. Si tu configures juste le path qui amène au rapport que sort BIAT, après bon, t'as pas l'interface visuelle, mais t'as au moins un rendu visuel. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu pourras pas piloter en fait. Ça le souci. Ah, mais on va le lancer, c'est sûr. Bah si, après tu pourras lancer la commande, parce que la commande elle va se lancer et c'est un exec qui est envoyé derrière. Donc tu pourras écrire la commande. Après c'est une commande qui dépendra de toi, comment tu l'as fait. Est-ce que tout le monde qui utilise Beat l'utilise avec cette même commande ou ce même pass, etc. C'est ça qui est pas dit. L'idée d'avoir les phares, c'est que le système sait où ils sont et il peut les lancer de manière cross dev. Donc oui, c'est possible, ouais. On peut imaginer des choses comme ça, mais il faut... Justement, c'est des petits trucs... Comment est-ce que je fais si genre je veux dev ça? Peut-être le soumettre avec une PR ou un truc comme ça.
C'est sur le projet principal ou Ouais, c'est ça, sur le bundle. Non, il y a pas trop, c'est pas trop un système de modules, tu veux dire, un truc comme ça qui pourrait être. Non, il n'y a pas trop de trucs comme ça. Donc c'est. Ah merde, je sais plus comment. Ok. Non, bon bah je le trouve pas là. Tu veux ton GitHub? Non, ça y est, j'ai trouvé. Le PC de la maison. Donc ici, moi, pas le projet. Pour aller voir les trucs, je vais peut-être vous montrer. Pour aller voir les templates SH, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça va se trouver dans les ressources. Donc ici, les phares dont je vous parlais. Et les SH, tu dois avoir les templates qui sont là. Donc après, tu peux venir ici, tu peux créer ton template. Éventuellement mettre ton phare ou un autre truc qui s'y apparente pour pouvoir le lancer, pour que le système il sache un petit peu où est-ce que ça se trouve de manière un petit peu autonome. Et puis après, ça peut se lancer. Bon, évidemment, il faut éditer l'interface, mais ça doit pouvoir se faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas très modulaire. Comme j'étais le seul à l'utiliser, tu vois, je l'ai fait comme ça. Mais par contre, le code est très simple derrière, donc à prendre en main, ça va en 2 secondes. Et donc en fait, la démarche, ce serait de dire, par exemple, je fais le PR sur Biat pour dire voilà le phare, et ensuite je peux intégrer ça comme ça. Ouais, ou même dans ta PR, tu dis voilà le phare, voilà le template, et voilà la view, j'aimerais bien qu'elle soit intégrée ici, et tu peux envoyer. Ok. Mais ouais, non, au contraire, venez mettre des trucs en plus. L'idée c'est que ça reste simple, que ça soit visuel pour les gens qui vont le voir, qui sont pas forcément des informaticiens, mais à qui nous on veut démontrer qu'on fait de la qualité, quoi. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc vous verrez au niveau du code c'est un peu particulier. Par exemple au début il faut lancer un point init pour qu'il mette les droits sur le dossier web pour que votre serveur il puisse écrire dessus et tout ça. Bon c'est un peu particulier, ça lance des points SH, il y a de l'exec derrière et tout ça. Donc il y a des petites choses comme ça, mais welcome, venez regarder comment c'est fait. C'est vrai que c'est assez simple dans le principe et que ça répond aux besoins d'avoir une interface claire qui montre les choses là où on en est. Et puis il y a quelques raccourcis qui sont sympas, générer du code corrigé. Enfin, moi je trouve ça m'avait bien aidé à l'époque et ça avait convaincu les gens un petit peu sur la nécessité de faire du code propre, etc. Ouais, la problématique que j'y vois pour avoir testé, c'est qu'il y a besoin de rien configurer. Et ça, c'est super. Là tu balances et dans sa version d'avant où tu le mettais dans le web, donc c'était même pas un bundle, on clonait le projet directement dans son dossier web et bim ça marchait. Il y avait un problème de droit je crois juste, il fallait faire un chmod quelque part et puis c'était bon, c'est tout qui roulait. Donc voilà, l'idée là c'est maintenant c'est de le mettre un petit peu en forme de bundle, avoir de bonnes pratiques Symfony, et puis du coup comme c'est un bundle, on sait qu'on va tester un truc Symfony, du coup on peut y mettre des choses plus Symfony, genre security checker, genre des autres trucs de Symfony, mettre par exemple ici on voit qu'on s'est mis en PSR2, peut-être que par défaut dans les configurations on devrait mettre Symfony 2 directement. Donc ici au niveau de la configuration pour le code sniffer pour Symfony 2, je sais plus où je l'ai mis. Mais si vous avez vos propres configurations particulières, il va falloir les mettre. Où est-ce que c'est? Si c'est dans les phares. Donc dans le dossier phare, c'est là où on va retrouver des configurations qui sont particulières pour les différents outils. On va les mettre ici. Donc la configuration du code sniffer, Symfony 2 se trouve ici. Donc là vous avez tous les phares. Ce qui fait que quand vous allez cloner le projet, forcément vous avez c'est pas que des fichiers texte qui vont arriver. Donc ça peut prendre un peu de temps. Si vous habitez à la Pampa comme moi, ça peut prendre un peu de temps. Et sinon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des questions. Oui. Ouais, j'ai vu qu'il fallait se connecter, qu'il fallait un système de compte pour aller sur l'interface. Est-ce qu'il y a un but, est-ce que c'est utilisé plus que ça? Non, c'est parce que je t'ai montré le Framelab. En fait, lui, le bundle, hein, tout seul, il peut pas marcher. Il faut forcément que tu l'installes sur une application. Et l'application que je t'ai montrée, elle demande une authentification. Ouais. Elle a un truc comme ça. Mais c'était pour le tester, et comme il est dans les composeurs, quand je t'avais filé le truc, ça aurait dû tout installer comme il fallait.
Mais non, non, c'est un autre truc, c'est un Framlab qui me sert à tester des machins. Vous allez spoiler Ouais, prochaine con foutu en l'air, quoi. Ok, et... est-ce que j'étais arrivé à la fin? Je pense que oui. Ouais, j'étais arrivé à la fin. Donc voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Par rapport aux non-développeurs, du coup, le retour et la compréhension de l'interface. Là où ça avait marqué des points, c'est que ils étaient eux sur des développements Oracle, Forms, des choses comme ça. Donc ils n'avaient pas tous ces environnements de testing, de code style et tout ça, ça leur parlait pas. Et quand après on leur dit bah voilà où est-ce qu'on en est dans notre code, voilà les outils qu'on a nous pour l'analyser, qu'on peut imaginer, qu'on peut mettre en place assez rapidement. Tout de suite ils disaient ah ouais mais c'est tellement moderne par rapport à ce que nous on a l'habitude de faire et tout de suite ça leur sautait aux yeux. Donc c'est vrai que moi ce que je voulais pas, c'était leur montrer je sais pas des rapports Jenkins ou des trucs comme ça où ils allaient faire ouais c'est quoi toutes tes lignes, je capte rien et tout ça. Donc il fallait vraiment que je leur montre et que je leur dise voilà on a développé le truc, on l'a testé, on sait que nos tests ils couvrent le code, donc ça pour eux c'était complètement nouveau aussi de se dire oui je fais des tests et je sais ce que je teste, je sais là où je suis allé, je sais quelle est la maîtrise sur mon code. Et pour eux, ça, c'était vraiment un pas en avant sur la modernité. Ils se disaient, ouais, ma boîte, elle a trop bien fait de passer sur PHP plutôt qu'Oracle. Ils étaient super contents. Ok, bon, bah écoutez. À toi, Benoît.